Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire présenté par SSQ Assurance. Je me présente, Mathieu Roy, analyste en gestion de l'offre de fonds de placement chez SSQ. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter Louis-Philippe Roy, vice-président chez Gestion de placement TD, qui est ici pour nous parler de leurs fonds à faible volatilité qui sont présents sur une nouvelle série de fonds portefeuille Beta Intelligent Plus. Sachez que s'il reste du temps à la fin, il nous fera plaisir de répondre à une ou deux questions que vous pouvez poser via la plateforme WebEx. Sachez aussi que vous pouvez communiquer en tout temps avec un représentant de SSQ Assurance afin de poser toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, Louis-Philippe, la parole est à toi. Merci, monsieur. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien. OK, excellent. Moi, je vais commencer. Donc, merci, Mathieu. Merci, SSQ, pour m'avoir invité aujourd'hui. On va parler de nos stratégies à faible volatilité, gestion de placement, TD. La présentation sera grosso modo séparée en trois sections, la firme et l'équipe, l'environnement macroéconomique. C'est très, très important quand on investit dans des stratégies à faible volatilité. Et finalement, je vais présenter notre offre de solutions faible volatilité. Donc, si on tourne à la page 2, gestion de placement TD, on gère à peu près 400 milliards, un des plus gros gestionnaires au Canada dans le milieu institutionnel et dans le milieu des particuliers. On offre une gamme de produits très, très peu risqués, marché monétaire, jusqu'aux produits alternatifs. Donc, on offre des solutions à différents genres de clients partout au Canada et on aime combler pas mal tous les besoins qui sont présents dans le marché en ce moment. La page 3, c'est le survol de notre petit groupe à Montréal. On a commencé à proche de zéro en 2009 et on a grossi nos actifs sous gestion à presque 24 ou 23,4 milliards de dollars aujourd'hui, principalement dans des stratégies à faible volatilité. Et comme vous pouvez voir à travers les couleurs, on a des stratégies à faible volatilité américaines, canadiennes, pays émergents et marchés développés. À peu près 50 de nos actifs, c'est dans le secteur des particuliers, l'autre 50 c'est institutionnel. Notre équipe est principalement basée à Montréal. Donc, on a une équipe de données calcul à la page 4. Vous pouvez voir à gauche. Donc, on gère des stratégies mondiaux. Donc, il faut qu'on gère des centaines de mille de données par jour à travers toutes les caractéristiques, toutes les positions, tous les fonds. Donc, on a quand même une équipe de données assez profonde pour gérer toute ce data-là. On a une équipe de recherche et développement pour toujours améliorer notre processus, pour chercher des nouvelles stratégies, bâtir des nouvelles solutions pour nos clients. L'équipe de gestion de portefeuille dont je fais partie est chapeautée par Julien Palardi. Donc, nous, on est responsable de l'exécution de la stratégie, gérer les stratégies. Quand il y a des événements qui se passent dans le marché, on prend action dans les portefeuilles. Donc, on est une équipe de 5 qui gère à peu près une vingtaine de produits faible volatilité. Et finalement, service clientèle, c'est Carlos et Georges à la droite. Donc, toute l'équipe est dirigée par Jean Masson, le directeur général. Donc, lui, il a passé une grosse majorité de sa carrière dans le secteur public ou privé, mais dans le secteur privé, ça a toujours été la gestion de placement TD. Et c'est lui, à cause de lui, qu'on a eu tellement de succès à lever 24 milliards de dollars en solutions de faible volatilité. Et c'est quand même un gros stratégie au Canada et on est quand même les leaders au monde dans ce genre de stratégie. La page 5, c'est le contexte actuel macroéconomique. Et il y a beaucoup de points et ça, évidemment, ça change jour à jour. Je vais faire les gros points clés qui impactent le monde d'investissement dans le monde boursier, un peu sur les taux d'intérêt des banques centrales et un peu nos vues dans les 12 prochains mois. Parce que, comme vous le savez tous, le S&P 500, il touche des nouveaux hauts. Le TSX aussi, c'est des nouveaux hauts dernièrement. Puis on se demande où ça va aller, étant donné que l'aspect macroéconomique, quand même, ne semble pas être si fort que ça.
Donc, l'indice des directeurs d'achat PMI, c'est un indice qui regarde le secteur manufacturier, le secteur des services. Aux États-Unis, le secteur manufacturier et services est à l'entour de 50, mais vous pouvez voir que ça se détériore. Les chiffres en dessous de 50, ça veut dire une contraction macroéconomique, et par-dessus 50, c'est une expansion. Donc, on est pas mal alentour de 50 partout. Et c'est ça qui inquiète beaucoup des banques centrales en ce moment, c'est ce ralentissement-là. Mais c'est surtout un ralentissement au niveau manufacturier, principalement causé par les guerres commerciales des États-Unis durant les 4 dernières années. Vous pouvez voir la ligne jaune pâle, c'est la plus faible, et ça, c'est en Europe. L'Europe est surtout susceptible aux guerres commerciales parce c'est des gros exportateurs au reste du monde et c'est des gros exportateurs aux États-Unis. Donc, il y a définitivement un ralentissement autour du monde macroéconomique, mais on pense que le pire est derrière nous et quand même que les chiffres vont s'améliorer. Et il y a deux ou trois raisons pour ça. Une, c'est le nouveau NAFTA, États-Unis-Canada, a été signé et mis en place avec le Mexique. Donc, ça devrait soulager un peu les craintes. Le No Hard Deal Brexit a été évité. Donc, Brexit va être un peu plus calme dans la prochaine année. Et avec la Chine, il y a eu le Phase 1 qui a été signé le 15 janvier. Il y a toutes les inquiétudes qui sont passées en 2018 et 2019 sont principalement, ils ont été réduites. Les inquiétudes ont été réduites, surtout durant le quatrième trimestre de 2019. À droite, on peut voir le taux de croissance au PIB. C'est positif. Ça n'a pas été plus fort qu'en de 2010 à 2018, ça a été un taux de croissance plus élevé. Plus récemment, c'était plus faible, mais c'est définitivement pas négatif. La TD, on ne prévoit pas qu'il y aura une contraction du PIB. Donc, ça va être positif, ça ne va pas être très fort, mais il y aura quand même une croissance mondiale. Donc, il y a des inquiétudes, ça ne sera pas négatif, on ne prévoit pas une récession, mais il faut quand même que les données économiques s'améliorent pour qu'il y ait une vraie croissance dans les 2 ou 3 prochaines années. On tourne à la page 6. Ça, c'est des données économiques américaines, mais elles ne sont pas très différentes qu'au Canada. Donc, en haut, c'est l'indice DPCI de base des États-Unis. Donc, c'est vraiment le taux d'inflation. Donc, le taux d'inflation est à l'entour de 2 et un peu plus élevé au Canada. Donc, ça, c'est plus ou moins où les banques centrales veulent que l'inflation soit en ce moment. Donc, ils ne sont pas très loin de leur cible. Les emplois non agricoles est fort, comme les emplois au Canada aussi, durant la dernière année, sont extrêmement forts. Le taux de chômage est faible aux États-Unis comme au Canada et les salaires moyens sur les 12 derniers mois sont quand même à la hausse de 3,5 un peu plus, 4. Les salaires sont quand même à la hausse. Donc, si on regarde l'Amérique du Nord, l'engin de croissance, c'est les personnes et les consommateurs sont quand même en bonne position. Il y a des emplois, les salaires augmentent. Ça, c'est une grosse raison pour laquelle on ne va pas avoir de récession aux États-Unis comme au Canada. Quand on tourne à la page 7, j'ai un peu mentionné les banques centrales avant. Donc, ça, c'est le taux de financement à jour des banques centrales autour du monde dans le graphique à droite. Vous pouvez voir qu'il y a eu un resserrement financier de 2016 à 2018 avec la Banque centrale américaine, comme la Banque centrale du Canada. Donc, il y a eu une augmentation de taux. Ça, c'était à cause de la croissance économique, à cause des coupures de taxes aux États-Unis. L'inflation était forte, la consommation, les consommateurs étaient forts, donc les banques centrales ont augmenté leurs taux. Puis là, les États-Unis, au moins, ils ont commencé à les couper après la baisse des marchés boursiers durant le quatrième trimestre de 2018. Ça veut dire que plus ou moins quand on regarde les banques centrales sont un peu plus défensives. Donc, la Banque centrale européenne aussi a coupé les taux. Ça, c'est vraiment pour supporter l'économie à cause des incertitudes qu'il y avait durant les dernières années autour des guerres commerciales en Amérique du Nord et avec la Chine et avec l'Europe et les données macroéconomiques qu'on a vues
dans les dernières diapos. Donc, c'est l'incertitude qui a mené aux banques centrales à couper les taux et tout ça a vraiment mené à une forte augmentation des marchés boursiers en 2019. Donc, 2019, vraiment, ça a été une année incroyable pour le S&P 500, pour le TSX et n'importe quel fonds balancé aussi parce que les taux de rendement d'obligations ont diminué durant l'année. Donc, l'appréciation des prix des bons a fait que ça a aussi généré des rendements positifs. N'importe qui était investi dans les marchés, soit obligataires, soit euh, euh, des actions, a eu une très, très bonne année en 2019. Donc, en arrière d'une très bonne année, si on tourne à la page 8, où est-ce qu'on est mieux positionné? Soit le marché boursier ou le marché obligataire. Donc, le marché obligataire, le taux du Trésor 10 ans est à peu près à 1,8 il était à 3,2 en 2009 et aussi il était à peu près à 3 au début en 2018. Mais en ce moment, les taux d'obligation, c'est juste vraiment pas intéressant à 1,8 parce que ça, c'est sous le niveau d'inflation. Ça, c'est la première chose. Et quand on regarde le graphique à droite, c'est le ratio bénéfice-cours, qui veut dire essentiellement le ratio de earnings yield, qui est le ratio de bénéfices divisé par le prix. Donc, c'est une manière de regarder les rendements du marché boursier des États-Unis. Puis là, on soustrait à ça l'obligation 10 ans. Donc, c'est positif. Donc, essentiellement, ça veut dire qu'on est plus payé pour être dans le marché boursier que le marché obligataire. Donc, quand on regarde nos décisions stratégiques à long terme en ce moment, au point de vue gestion de placement TD, on pense que dans le marché boursier, c'est beaucoup plus intéressant que dans le marché obligataire. Mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes macroéconomiques. Et plus dernièrement, il y a eu plus d'incertitudes sur les évaluations qui commencent à être, on dirait, un peu chères. Quand je regarde les évaluations du S&P 500, c'est quand même dans le 85e percentile. Donc, les évaluations maintenant du TSX et du S&P 500 sont pas loin des niveaux où on était avant que les marchés baissent en 2018. Donc, si on regarde juin, juillet, août 2018, juste avant que les marchés baissent de 20 on n'est pas loin de ces niveaux-là. C'est quand même, les marchés sont redevenus chers. Donc, la seule façon, il y a deux solutions à ce problème-là, c'est que soit que les évaluations ont une contraction, donc ils diminuent à des niveaux plus raisonnables, ou les bénéfices augmentent de manière matérielle en 2019. Les bénéfices, si on regarde les chiffres en 2019, n'étaient vraiment pas si bons que ça. Donc, il faudrait qu'ils augmentent de 10 à 15 en 2020. Donc, ça, c'est des nouvelles incertitudes qu'on voit pour l'année 2020. C'est vraiment le niveau d'évaluation. Je vais parler un peu un retour à l'école, la diapo numéro 9, pour mieux comprendre c'est quoi notre but dans nos stratégies de faible volatilité. Et ça, c'est le graphique le plus simple dans toute la présentation. C'est quand on a une perte de 50 il faut avoir des rendements de 100 pour récupérer la perte de 50 Si on perd 25, il faut faire à peu près 33. En plus, quand on perd 50 comme en 2008, comme plusieurs personnes ont perdu parce que c'est la grosse crise financière, beaucoup de clients particuliers, ils se disent « Ah, j'ai perdu 50 je prenais trop de risques dans mon portefeuille, je veux prendre moins de risques, donc je vais aller plus obligations, plus des notes protégées, capital garanti ou quoi que ce soit. Donc, ça prend encore plus de temps à refaire ce 100 donc, c'est aussi la mentalité. Quand on perd juste 25 on dit ah, ben, peut-être que j'ai plus de risque approprié, puis il faut juste faire à peu près 33 pour venir où on l'était. Donc, la perte de capital est très, très importante sur la, la, la psychologie des clients. Donc, si on tourne à la page 10, ça, ce graphique-là, c'est qu'est-ce qu'on apprend à l'école. Donc, la ligne verte, c'est la théorie. On devrait être récompensé pour le risque qu'on prend. Donc, le plus de risques qu'on prend, le plus de rendement on devrait être attendu.
En pratique, ça, c'est vrai quand on regarde les différentes classes d'actifs. Donc, le marché obligataire est définitivement moins risqué que le marché boursier. Le marché boursier a livré une prime de risque sur les 10, 20, 100 dernières années. Mais à l'intérieur d'une classe d'actifs, ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, quand on regarde dans le marché boursier, les actions les plus volatiles n'ont pas nécessairement livré des meilleurs rendements. Et quand on regarde dans le marché obligataire, si on achète des obligations avec plus de crédit, on n'est pas nécessairement récompensé pour acheter ce crédit-là. Quand on pense à cet exemple-là au Canada, on peut penser à beaucoup d'exemples. J'aime toujours choisir le Canada parce que c'est si facile. Les stocks de marijuana sont extrêmement volatiles, mais ceux qui ont fait 100, 150, 200 ils ont aussi perdu 50, 60, 70 durant la dernière année ou durant les derniers 18 mois. Donc, très volatile, mais très, très, très difficile à faire de l'argent. La même chose sur le secteur d'énergie et le secteur matériaux. Ces deux secteurs-là représentent à peu près 50 du risque de TSX, mais ont eu la misère à livrer des rendements positifs. Comparé à des banques. Des banques ont très, 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 très peu de volatilité durant les 10, 20, 30 dernières années et ont livré des rendements intéressants avec un dividende très, très, très intéressant. Donc, ça, c'est des exemples où euh, on prend plus de risques, mais on n'est définitivement pas plus récompensé. Si on tourne à la prochaine page, une autre manière à travers le temps de comprendre c'est quoi la volatilité, c'est mettons, on prend un portefeuille avec un écart type de 0 Donc, ça, c'est un rendement annuel, le même rendement annuel sur trois différents portefeuilles. 1 à 6 par année. On serait très content d'avoir ce portefeuille-là. C'est une belle ligne qui monte avec du compounding. Mais si on ajoute un écart type de 15 c'est des portefeuilles qui font peut-être 20 paire 20, paire 20. À cause de ces faits-là, de perdre de l'argent, il faut toujours faire un peu plus pour venir où on était. On voit que le même 6 par année génère moins de gains après une période de 20 ans. Donc ça, c'est l'effet de perdre son capital, puis il faut faire un peu plus d'argent pour venir au même niveau après une période plus longue. Et finalement, la prochaine diapo, numéro 12, c'est on a pris un indice de référence, mais ça s'applique à tous les univers. Donc là, on a pris un portefeuille de 1500 stocks de l'MSCI Monde. On l'a divisé en 5. Donc ça, c'est ici des 5 portefeuilles d'à peu près 300 actions et on les a classés simplement par volatilité. On a regardé c'est quoi les rendements historiquement. Et ça répète ce que je viens de dire, une couple de diapos, mais ça, c'est empiriquement un genre de backtest très, très naïf. Et on voit que le portefeuille avec des actions moins volatiles ont généré beaucoup des rendements supérieurs aux portefeuilles les plus risqués. Puis en fait, si on regarde le portefeuille le moins risqué à gauche, c'est un rendement annualisé de 10 avec à peu près une volatilité de 10 Ça donne un ratio de Sharpe plus ou moins de 1. Mais le portefeuille le plus risqué à droite a une volatilité d'à peu près 20 sur des rendements de 5 donc il a un ratio de Sharpe beaucoup plus inférieur. Et pour n'importe quelle personne qui veut investir dans les marchés boursiers, c'est beaucoup meilleur d'avoir le ratio de Sharpe le plus élevé possible parce que ça, c'est l'expérience de rendement au client. Le client, soit qui regarde son portefeuille une fois par trimestre, une fois par année, il ne veut pas voir des gros négatifs de moins 20, moins 50 même si peut-être il dit à long terme, c'est meilleur pour lui. Lui, il préfère jamais perdre d'argent et juste cumuler cumuler des gains, je veux dire. Cumuler des gains avec le moins de volatilité possible. Et ça, c'est vraiment les deux barres vertes à gauche ici. Donc, ça livre des rendements supérieurs avec une volatilité plus faible. Si on tourne la page maintenant, notre objectif de nos faibles volatilités, c'est vraiment simple. Dans le monde d'action où on gère de manière active des fonds, 90 du temps, les personnes vont parler de battre le marché, ils ont de l'alpha, ils savent quelle action choisir. Mais après frais, tout le monde le sait que 50 des gestionnaires qui battent le marché, 50 des gestionnaires
sous-performent le marché. Et les gestionnaires qui battent le marché une année, c'est celui qui sous-performe la prochaine année. Et après fait, vraiment, c'est très, très difficile de battre l'indice de référence. Il y a plusieurs études qui démontrent ça. Avoir des meilleurs rendements par des décisions discrétionnaires, c'est extrêmement difficile. Donc, nous, on est un des seuls au Canada et au monde. On vise à avoir un portefeuille le moins volatile possible. On n'a aucune attente de rendement. On veut juste livrer des portefeuilles qui sont le moins volatiles possible vis-à-vis de l'indice de référence. Donc ici, on vise à peu près 2 tiers de la volatilité de l'indice de référence. Et juste en créant ce portefeuille-là, on peut avoir des rendements qui sont très, très semblables ou meilleurs que l'indice de référence avec moins de volatilité, qui donne un ratio de Sharpe très, très intéressant pour nos clients. Donc là, on peut regarder si on a vraiment atteint nos objectifs parce que ça fait presque 10 ans qu'on gère nos stratégies. Donc, on peut regarder à la page 14 des rendements trimestriels de notre fonds mondial. Donc, les barres vertes, c'est notre rendement trimestriel du fonds mondial. Les barres noires, c'est l'indice de référence. Et on va regarder les barres à la baisse. Donc, ça, c'est quand les marchés boursiers ont tombé. Donc, 2010, 2011, ça, c'était la crise européenne de dette. 2015, 2016, ça, c'était la petite crise du secteur du pétrole. Et finalement, le quatrième trimestre 2018, c'était, on va dire, la crise de la Banque centrale américaine où ils ont dit que les taux américains allaient augmenter très, très vite. Puis ça, c'était une erreur, puis il fallait qu'ils coupent les taux. Et vous pouvez voir que durant tous ces trimestres-là, on a performé d'une manière supérieure vis-à-vis de l'indice de référence. Donc, ça, c'est comme on va dire en anglais, le downside protection. On a protégé durant des marchés baissiers. Donc là, quand nos clients regardent leur portefeuille une fois par trimestre, ils regardent les nouvelles, ils disent que les marchés boursiers sont à la baisse de 10-20 ils regardent leur portefeuille, ils voient qu'ils sont juste à la baisse de 5-10 ils sont plus que contents. Parce que émotionnellement, les investisseurs ils connectent plus avec des pertes que des gains. Et vous pouvez voir que le reste du temps, on a une performance très, très semblable à notre indice de référence, parfois légèrement inférieure. Mais encore une fois, si on regarde, moi, je concentre un peu plus sur les fonds de pension. Quand les marchés sont à la baisse et on bat les marchés, les gestionnaires de portefeuille qui détiennent nos portefeuilles en volatilité sont très contents parce que quand les marchés sont à la baisse et l'économie va mal, peut-être le fonds de pension va mal, peut-être le reste, si c'est un fonds de pension d'une corporation, la corporation va mal. Donc, c'est tout va dans la même direction, c'est vraiment pas bon. Donc, ici, on surperforme quand le reste du monde va mal. C'est vraiment ce que les clients attendent de nous autres. Et quand les marchés sont à la hausse, 10, 15, 20 et tout va bien, tout le monde a des emplois, tout le monde est content, sont très, très confortables de sous-performer de 1 à 2 l'indice de référence parce que si tu as un emploi et ton portefeuille aussi personnel augmente de manière cumule des rendements positifs, c'est ça qui est important. C'est vraiment l'expérience des rendements de nos clients qui est important et c'est une grosse emphase qu'on fait vers nos clients trimestre après trimestre. Et page 15, c'est une période un peu plus récente. Donc, l'année 2019, ça a été quand même une année exceptionnelle. L'indice était à la hausse de 22 ici, on a quand même capturé au-dessus de 75-80 de la hausse des marchés. Donc, ça, c'est à l'intérieur de nos attentes. Donc, une autre façon de regarder 2 tiers de la volatilité, c'est combien de hausses qu'on aimerait capturer et combien de baisses qu'on s'attend à capturer. Donc, quand les marchés sont à la hausse, on aimerait capturer plus que 75 de la hausse. Donc, si les marchés sont à la hausse de 10 on aimerait capturer à peu près 7,7. Et quand les marchés sont à la baisse de 10 on aurait juste capturé 6 à 7 de cette baisse. Ça, c'est une autre manière de voir une stratégie faite là-dessus. Vous pouvez voir ici que durant 2019, ça a été quand même une année exceptionnelle pour nous autres parce qu'on a capturé une grosse majorité de la hausse des marchés avec une marché de hausse de 20 Donc, n'importe qui a capturé
qui est à la hausse de 18, 19, 20 a généralement été très, très content dans un portefeuille d'actions, surtout avec la grosse surperformance qu'on a eue durant le quatrième trimestre 2018. Donc, ici, c'est le rendement de nos fonds à la page suivante. Donc, finalement, on va regarder, c'est bon de voir les chiffres. Les graphiques, ça ne montre pas toujours la meilleure. On peut cacher des chiffres dans des graphiques. Donc, ici, à la page 16, c'est simplement nos rendements. Donc, on va commencer à la droite. Donc, depuis la création de nos fonds, donc soit en 2009, 2014 ou 2013, si on regarde nos fonds actions mondiales ou faible volatilité américaine, on a surperformé l'indice de référence depuis la création de 1,7 au monde et 1,9 aux États-Unis. On va parler des pays émergents un peu après. Donc, sur une longue période et sur un plus long cycle, on a eu tendance à surperformer. Par contre, durant des périodes un peu plus courtes, donc si on regarde la dernière année ou les derniers 2 ans, on peut voir qu'on a légèrement surperformé. Durant la dernière année, un peu plus fort au point de vue mondial, mais quand même, sur une longue période, on veut toujours surperformer plus sur un cycle. Et comme tout le monde pas mal le sait par maintenant, depuis 2009, ça a pas mal été juste un cycle, c'est vraiment la hausse. On a eu certaines petites crises 2011, 2015, trimestre 2018. Mais généralement, si on regarde jusqu'à aujourd'hui, les marchés ont été fortement à la hausse. Donc, on a quand même été capable de maintenir une assez bonne performance relative à l'indice de référence. Donc, le point sur les pays émergents, c'est un peu plus difficile. Dans le portefeuille équilibré des SSQ, c'est quand même une pondération beaucoup plus faible parce que les pays émergents, ça a tendance à être plus faible parce que c'est plus volatile. C'est une très petite pondération dans ce portefeuille-là. Donc, la sous-performance n'a pas eu un gros impact. Mais quand même, on est très déçus de ce qui s'est passé dans les pays émergents. On travaille, ça, c'est un gros point de recherche qu'on fait actuellement. Je parlais de l'équipe avant de recherche. Cette année, ils sont largement consacrés à regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le pays émergent. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements au point de vue de l'indice, avec l'inclusion de la Chine, avec un gros secteur de technologie qui a tendance à bouger l'indice de référence, des grosses pondérations parmi certains pays. Donc, il n'y a pas eu de bonne réponse durant la dernière année ou depuis la création, pourquoi on a sous-performé. Donc, c'est vraiment un aspect de recherche, puis on essaie activement d'améliorer la performance. Et la vaste majorité des actifs sont dans dans les deux fonds duo qui ont battu leur indice de référence depuis la création. L'autre point à dire sur cette diapo, c'est et si on retourne en arrière à nos actifs sous gestion, Mathieu, est-ce que tu peux retourner à nos actifs sous gestion historiques, la deuxième ou troisième page? Troisième page, exactement. Donc, ça, c'est un point important. Vous pouvez voir une très, très belle augmentation des actifs. Et l'augmentation des actifs coïncide avec des périodes de difficulté dans les marchés mondiaux. Donc, en 2011, on a eu beaucoup d'argent parce qu'on a tellement surperformé durant la crise européenne. On a quand même une croissance intéressante 2016-2015 à cause de la crise de pétrole. Et ça, c'est en fait quand on a fermé notre fonds faible volatilité canadien parce qu'il y a eu tellement de demandes parce qu'on a tellement surperformé au Canada. 2016-2017, c'est quand même une bonne augmentation parce qu'ils regardaient les 3 et 5 dernières années, la performance relative était excellente. 2016 et 2017, ça a été quand même assez difficile pour nous autres à cause des coupures de taxes aux États-Unis. Le président Trump est très pro-business, donc les marchés étaient vraiment en feu durant ces deux années-là. Et on a sous-performé notre indice de référence, comme on a fait un peu en 2019, de 3 à 4 Vous pouvez voir que nos actifs ont baissé en 2018 à cause d'un peu cette sous-performance-là. Donc, si on regarde 2016, 2017 jusqu'à les 3 premiers trimestres de 2018, ça à peu près donne 3 ans et c'est une période un peu plus difficile parce que les FANG stocks, Google, Alphabet, Facebook, ont toutes super bien fait et ont sous-performé vraiment à cause de ces positions-là. Et nos actifs de suggestion ont baissé. Donc, les personnes ont baissé
au mauvais temps. Donc, les évaluations étaient très chères, le marché était très fort. Personnes nous ont dit qu'ils ne croyaient plus en fait volatilité. Et là, le quatrième trimestre 2018 est arrivé et on a surperformé massivement. On a refait toutes les pertes qu'on avait eues durant les 3 dernières années en un seul trimestre et tous les clients qui ne croyaient pas dans notre stratégie sont revenus en 2019. Donc moi, honnêtement, je m'attends un peu aux mêmes discussions qu'on va avoir au premier trimestre de 2020. C'est que 2019, c'était une très, très bonne année pour les marchés boursiers. On a sous-performé. Encore une fois, maintenant, il y a 3 compagnies à 1 trillion de dollars, Microsoft, Apple et Alphabet. Les évaluations sont redevenues chères. Donc là, les personnes disent, ah ben, ça va se continuer. Je crois que les marchés vont augmenter à un autre. Ils vont peut-être prendre faible volatilité. Mais ça, c'est exactement le mauvais moment pour vendre. Ça, c'est le moment pour acheter faible volatilité parce qu'il y a plus de chances, on pense maintenant à cause des évaluations, qu'il y a peut-être, ça c'est un gros risque qu'on prévoit pour 2020, c'est que peut-être les bénéfices, ils sont vraiment pas là, ils ne vont pas augmenter cette année. Donc, il y aura peut-être une contraction des évaluations au monde. Donc, c'est ça qu'on dit aux clients en ce moment. Donc, peut-être qu'il y aura une diminution. On a sous-performé un peu l'année dernière, mais c'est plus un moment d'acheter volatilité, acheter de la protection, acheter des compagnies avec des ratios bénéfices de 25, 30, 35. Ça, c'est le point que je voulais faire le lien entre nos baisses d'actifs de gestion et les évaluations. Donc, si on retourne à la page 18, c'est comment est-ce qu'on fait pour bâtir nos portefeuilles? Puis je veux un peu expliquer à quoi vous devrez vous attendre quand vous achetez un portefeuille de volatilité. Donc, la première mesure, c'est le risque lié aux actions. Donc, ça, c'est très, très, très facile à imaginer. Dans nos portefeuilles, on a des titres très peu volatiles. N'importe qui est capable de regarder la volatilité d'un titre puis les choisir. Au Canada, c'est les banques canadiennes qui sont très peu volatiles. C'est le secteur de télécommunications. Ils ont une oligopolie, sont généralement bien gérés. Ils ont un rendement de dividende intéressant. Donc, ça, c'est quoi vous devriez attendre dans un portefeuille. Beaucoup de compagnies qui sont très peu volatiles. Généralement, au monde, c'est services publics, consommation de base, marché immobilier. Ça a tendance à être moins volatile. L'affaire qui est beaucoup plus compliquée à calculer, c'est les corrélations. Donc là, vous pouvez imaginer un scénario où une compagnie publie leurs bénéfices, ils sont négatifs, mais les marchés, cette journée-là, sont à la hausse. Ça, c'est une corrélation négative. Donc, si on ajoute cette action-là dans notre portefeuille, ça va diminuer la volatilité du portefeuille au total. Mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, nous, on passe une grosse majorité de nos recherches à étudier la corrélation pour livrer un portefeuille au total qui est moins volatile que l'indice de référence. Et finalement, c'est la couverture de change. La couverture de change, pour nous autres, c'est très, très intéressant et on prend des décisions actives. Ça a un gros impact sur la performance et la volatilité d'un portefeuille. Au Canada, si vous étiez investi dans un portefeuille américain en 2008, c'est vraiment pas si pire parce que le dollar canadien s'est déprécié, donc le dollar américain s'est apprécié. Donc, les stocks US ont relativement bien fait. Donc, l'année dernière, on a couvert notre exposition à l'euro et au Royaume-Uni parce qu'on croyait que ça allait être une période très, très difficile. Et c'était une période difficile on a couvert en 2016, vraiment. Donc, on prend des décisions de valeur ajoutée pour couvrir certaines devises, mais tout dans l'optique de réduire le risque pour nos clients. On ne veut pas exposer nos clients à du risque. On est capable un peu de prévoir. Puis ça, c'était un gros risque. C'est ces deux devises-là qu'on a décidé de couvrir pour protéger le capital. Qu'est-ce que ça donne à la page 19? Ici, on va regarder nos fonds. Ça, c'est notre fonds mondial. Et les secteurs les moins volatiles en ce moment, point de vue mondial, à la droite, c'est les services financiers, les produits industriels, consommation de base, services publics. Le gros point ici, la page 19 et 20, c'est qu'on vise à avoir un portefeuille diversifié. L'indice de référence, c'est les barres noires.
L'indice de référence est fortement pondéré dans la technologie de l'information, services financiers et soins de santé. Nous autres, on a un portefeuille qui est beaucoup plus équilibré à travers tous les secteurs. Donc, on est sous-pondéré de technologie de l'information. On en a quand même un petit peu, mais on a des pondérations beaucoup plus égales que l'indice de référence. Si le secteur de technologie de l'information, une baisse de valorisation importante, ça va avoir un gros impact sur l'indice de référence. Nous autres, on est beaucoup plus protégés. Les évaluations sont aussi beaucoup plus élevées dans la technologie de l'information que les autres secteurs. On est beaucoup plus diversifiés. Donc, nous, on a des limites par secteur à 20 ici. Donc, ça assure un certain montant de diversification à travers les secteurs. Vous pouvez voir à gauche qu'on est sous-pondéré les États-Unis, un peu surpondéré l'Europe, le Japon, pays développés, le Royaume-Uni. Une grosse raison de la sous-pondération des États-Unis, c'est encore une fois les évaluations des technologies d'information. C'est des titres très, très volatiles, sont principalement aux États-Unis. Mais ça, c'est des titres qu'on n'achète pas en ce moment. Comme je l'ai dit au début de la présentation, des titres très volatiles, ça a tendance à ne pas payer les shareholders à long terme. Et c'est pour ça qu'on n'en détient pas énormément en ce moment. Si on fait des parallèles au Canada, c'est quand que Valiant était, je ne sais pas, 5, 6, 7 de l'indice. C'était un gros poids dans l'indice jusqu'à temps que ça tombe à zéro. Ici, c'est un peu, pas exagéré. Au Canada, c'était juste un titre. La technologie de l'information, c'est quand même beaucoup plus diversifié aux États-Unis, mais c'est quand même le même principe où c'est quand même un secteur très, très volatile qu'on n'aime pas en ce moment. Donc, si on tourne à la page suivante, c'est les titres, des titres spécifiques. Donc, des autres caractéristiques des fonds faible volatilité, c'est encore une fois la diversification par titre. Donc, on ne tient pas des positions de 5, 6, 7 dans notre portefeuille. On n'a pas des grosses convictions. On est très, très diversifié. Donc, la plus grosse position, c'est 1,4 et ça diminue lentement après ça. Mais on est plus concentré que l'indice de référence qui a à peu près 1500 titres. On en a juste 265. C'est la seule chose qu'on a besoin pour avoir un portefeuille très peu diversifié. Mais vous pouvez voir les grosses positions, c'est quand même consommation de base industrielle, financière, mais c'est quand même des grosses compagnies internationales. Coca-Cola, Aflac, gros assureurs, Berkshire Hathaway, Republic Services, c'est un industriel, mais c'est une compagnie de et de recyclage. Je vois mal un scénario où les personnes aux États-Unis décident je vais payer moins, je vais laisser mes poubelles s'empiler sur les rues comme ce qui se passe en Italie. Donc, c'est quelque chose qu'on croit qui est très, très peu volatile et qui a un rendement de dividende très, très intéressant. Un autre point, c'est le ratio court-bénéfice plus faible que l'indice de référence, à 22,5 L'indice de référence, comme j'ai dit, aux États-Unis, au monde, ça commence à devenir un peu cher. On est quand même pas mal moins cher que l'indice. Donc, si le ratio bénéfice court commence à contracter ou diminuer durant la prochaine année, ça va moins impacter nos fonds que l'indice de référence. Et finalement, on a un rendement de dividende plus intéressant à 3 contre 2,26. Donc, ça, c'est d'autres aspects intéressants. Donc, je suis déjà à 38 minutes, donc je vais parler un peu plus vite, mais vraiment, le reste des diapos se ressemblent. Donc, soit États-Unis, soit pays émergents. C'est la même thématique que les autres. On a différents sens de diversification, plus diversifié que l'indice de référence. Aux États-Unis, on a beaucoup de services publics, beaucoup de services financiers. Donc, on cherche un rendement de dividende plus élevé. Les services financiers, c'est des gros assureurs en ce moment, beaucoup d'immobilier. Donc, c'est un portefeuille beaucoup plus défensif et que nous, on croit est beaucoup plus approprié étant donné les évaluations en ce moment qu'on voit, d'être beaucoup plus défensif qu'être beaucoup plus agressif à des évaluations actuelles. Donc, si on tourne à la page 22, vous pouvez voir que le portefeuille américain aussi a un ratio court-bénéfice inférieur à l'indice de référence et très, très diversifié par rapport à des titres.
Je vais finir la présentation avec ça. Donc, je vais laisser ça ouvert à des questions. Les écrire. Parfait, merci beaucoup, Louis-Philippe. Comme tu viens de mentionner, on va faire des questions. Première question qu'on a reçue, quelle est votre opinion sur les évaluations de marché boursier présentement, puis plus précisément, je sais que tu l'abordes un petit peu, mais le secteur de la technologie? Oui. Nous, on trouve que c'est pas les plus chers que ça a été, mais c'est définitivement le plus cher qu'on a vu depuis la crise financière. Et avec des évaluations chères comme ça, il y a beaucoup de répercussions. On a vu WeWork l'année dernière, toutes les unicorn IPO. On dirait qu'il y a un sens un peu de dot-com dans les marchés boursiers. À chaque jour, quand on lit les nouvelles, c'est all-time high, all-time high. Toute cette année, la seule chose que j'ai vue, c'est au Canada, comme aux États-Unis. Mais la réalité, c'est que les bénéfices ils n'ont pas augmenté l'année dernière. Donc, si on regarde, ça c'est une note qu'on va écrire et on va envoyer à cette client. Si on regarde l'année 2019, les marchés étaient à la hausse de 20 %. Les bénéfices ont augmenté de zéro. Donc, c'est juste une réévaluation des titres. Il n'y a eu aucune augmentation des bénéfices durant l'année 2019. Donc là, tout est, en anglais, on peut dire price to perfection. Les taux d'intérêt sont à peine plus élevés que les bas de 2017. Donc, les taux d'intérêt ont augmenté à peu près de 20 points de base. Et les marchés boursiers sont à la hausse. Donc, les taux d'intérêt qui sont si faibles que ça, avec des taux d'intérêt, les marchés boursiers qui sont si élevés que ça, c'est juste une question de levier. Donc, c'est vraiment, les personnes ont mis du levier pour investir dans des bons et dans le marché boursier. Donc, c'est rendu quand même cher. Et c'est pour ça que c'est beaucoup mieux. Si on veut quand même avoir l'appréciation ou avoir la prime de risque des marchés boursiers, c'est beaucoup mieux d'être dans un portefeuille faible volatilité qu'être dans un portefeuille growth ou technologie. Je pense que ça l'a coupé juste à la toute fin. Donc là, on trouve que c'est meilleur d'être dans un portefeuille faible volatilité où les évaluations sont moins élevées que dans un portefeuille growth ou un portefeuille de technologie. Parce que ça, si les marchés vont baisser pour quoi que ce soit, quelques raisons, si les démocrates gagnent les élections, je ne sais pas quoi, parce qu'évidemment, les points de vue démocrates sont beaucoup plus contre les grosses compagnies de technologie américaines. C'est beaucoup plus susceptible à la baisse. Donc, nous, on croit que c'est beaucoup mieux d'être positionné dans un portefeuille faible volatilité en ce moment. Parfait. Prochaine question. Quelles sont vos vues sur les taux d'intérêt à court et à moyen terme? Donc, les taux d'intérêt, il y a court et moyen terme, il y a point de vue durant l'année, court et moyen terme sur la courbe. Donc là, si on regarde les taux court terme au Canada comme aux États-Unis, ils vont rester bas. Les banques centrales ne vont définitivement pas augmenter leurs taux cette année. Il y a une plus grosse chance que la Banque du Canada coupe leurs taux. Moi, je crois qu'il y a une. Même si les marchés pensent que peut-être qu'il y aura juste une coupe, moi, je crois qu'il y en aura une ou deux parce que la Banque du Canada ne peut pas laisser euh, la Banque centrale américaine avoir des taux inférieurs qu'au Canada, sinon le dollar canadien va s'apprécier trop. Et donc là, les taux d'intérêt court terme vont rester pas mal où ils sont en ce moment ou baisser, mais les obligations 10 ans, les taux d'intérêt plus long terme, je ne crois pas qu'ils vont bouger beaucoup cette année. Il y a très peu de facteurs qui vont faire bouger les taux d'intérêt soit à la hausse, soit à la baisse. L'inflation est très solide où elle est. Il y a beaucoup de demandes pour des obligations long terme. Donc, ce n'est pas comme si les fonds de pension vont arrêter d'acheter des obligations long terme. Donc, ça va probablement rester à peu près où ils sont en ce moment. Parfait, merci beaucoup, Louis-Philippe. Donc, il n'y a plus de questions présentement. Donc, ça va conclure la présentation. Donc, à tous ceux qui ont écouté le webinaire, merci de votre participation. Puis, revenez-nous au mois d'avril pour le prochain webinaire. Prendre note que vos UFC vont vous être transmis par courriel dans les 2 prochaines semaines.
Donc, merci beaucoup à tous et bonne journée.